Bienvenue dans l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain. Ici, on explore ce qui se passe après le master, parcours, métier, conseils et retour d'expérience d'anciens étudiants. Salut Aurélien, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Euh, Loïs, merci. Avec plaisir. Avant de revenir sur ton parcours, aujourd'hui donc tu es sales trader chez Total Energy. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien? Oui, donc j'ai récemment fini mon alternance en tant que sales trader. Donc, quand j'étais chez Total Energy, mes missions consistaient à donner un accès au marché à nos clients afin qu'ils sourcent leur volume en électricité et en gaz. Donc, on avait la partie donc sales où on avait le contact avec le client, on gérait les contrats, et la partie trading où on offrait un accès au marché Mm. avec les traders de notre salle de marché à Genève. Donc toi, tu étais Donc, basé sur Paris. oui, j'étais à Paris, dans le 15e arrondissement, D'accord. et en plus de cela, on offrait un panel de services à nos clients, notamment des daily morning tous les matins, des webinars où on abordait les marchés de l'énergie. Donc, on parlait du marché du gaz, de Mhm. l'électricité, du contexte économique, marché du carbone, et cetera. D'accord. Donc pour revenir plus sur ton parcours, déjà tu disais quand tu étais chez Total Energy, c'est qu'aujourd'hui tu y es plus? Oui, j'ai terminé D'accord. mon alternance, Ok. en novembre, et j'en ai profité pour, couper un peu D'accord. entre les études et le début de ma carrière professionnelle. Donc j'ai pas mal voyagé en Asie. D'accord, ok. J'ai coupé et j'avais des points sur lesquels je voulais me former, donc j'en ai D'accord. profité tout en recherchant un emploi que j'ai trouvé récemment. Ok. Ah, donc là c'est bon. Ouais, là je vais Et recommencer en août. donc par rapport à ton parcours, donc tu as fait toute ta licence à Montpellier. Tu as Mmh. fait un échange Erasmus, donc le premier Oui, semestre de L3 que tu as fait en République tchèque. c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous faire un retour là-dessus? Donc, peut-être, pour commencer, pourquoi j'ai pris la licence? Ouais, totalement. Si ça te va. Donc, j'ai toujours voulu travailler dans l'industrie de la finance depuis, le collège, et le lycée. Donc, par exemple, pendant les cours de français au lycée, j'étais sur Google, en train de suivre le CAC 40 et je simulais mes points d'entrée D'accord. et je me disais: «Oh là là, si j'étais rentré à ce niveau, j'aurais fait, Ah 30 ouais. €, c'est énorme». Ok, donc Et ça remonte ensuite, ouais, ça à remonte pas à mal loin. de temps, et ce qui m'a confirmé, c'est un peu, d'avoir vu Le Loup de Wall Street. Ok. Ça m'a donné envie, et bien sûr, c'est un film, donc c'est du fictif, mais ça a confirmé mon envie d'aller vers ce milieu-là. D'accord. Moi, j'avais pas trop de vues, j'étais dans un petit lycée en province, donc à côté de Montpellier, et donc Mhm, j'avais pas connaissance des prépas, des écoles, qu'il y avait des classements et tout. mhm. Moi, j'étais juste allé voir, une conseillère d'orientation qui m'avait, conseillé donc de postuler à un DUT, GEA, je crois, gestion des entreprises et administratif, et aussi, en second choix de mettre la licence d'économie qui était pastille verte. Donc D'accord. heureusement, j'ai été refusé, au DUT parce que ça aurait été pas le bon choix de carrière, Non. ça aurait été encore plus compliqué. Mais du coup, j'ai été pris à la licence, à Montpellier, donc je suis arrivé un peu par hasard, mais j'avais cette envie donc de faire de l'économie et de la finance quand même. Mm. Oui, tu avais déjà cette idée en tête, tu savais où tu allais, tu savais que tu allais faire un master aussi après. C'est ça, et en fait, donc c'est grâce à cet Erasmus, dont tu as parlé, D'accord. donc j'ai décidé de partir en L3 parce que j'avais vu qu'on avait l'opportunité, et ayant des origines tchèques, ma mère est tchèque, donc D'accord. je parlais un peu la langue et ça permettait de me rapprocher un peu de la famille du côté de ma mère, et donc j'ai Mhm. décidé de partir à Prague, donc en 2019, août 2019, donc à la Charles University, donc la grosse université de Prague, et donc c'est là où vraiment, j'ai commencé à avoir des cours appliqués à la finance, en comparaison de la licence qui était Mhm. théorique. Mm. Bien sûr, c'est nécessaire, mais moi, par exemple, j'ai dû m'accrocher de temps en temps parce que j'arrivais pas à voir comment l'appliquer à la Ouais. finance réelle, et donc on pouvait choisir ses cours, et donc j'avais pris des cours, de master, mais sur, les produits dérivés. Ok. Donc j'ai eu mes premiers cours, sur les futurs, sur les options, on avait des exercices dessus, et donc il y avait un professeur, qu'on avait donc, pour les produits dérivés en TD. Il nous disait qu'il avait acheté, la bague de sa femme pour les fiançailles grâce au trading, et du coup il nous incitait à ouvrir un compte en bourse, et je discutais souvent avec lui à la fin des cours. Du coup, c'est là où j'ai ouvert, mon premier compte en bourse, donc un compte, titre ordinaire. D'accord. Et je me souviens, j'avais mis, je crois 100 € sur, une, biotechnologie. Je crois que c'était Oncodesign, s'il y en a qui connaissent.
et malheureusement, c'était une semaine avant le discours du président Emmanuel Macron de la crise du covid. Ah oui! Du coup, c'était le premier mauvais investissement. Les 100 € sont passés à 50 € ou 40 € quoi, avec le crash, et j'ai été, rapatrié en France, donc en février, donc ça devait durer une année, Mmh. ça n'a duré que 6 mois, mais c'était une D'accord. très bonne expérience, d'avoir les cours en anglais. Tu t'ouvres aussi aux autres nationalités, donc si ça Mmh. sera à faire, ça sera à refaire, je le referai. C'est quelque chose que tu conseillerais à un étudiant qui hésite à le faire, de C'est en ça, oui. L3, partir Ouais, et après toi ouais, qui as fait du coup celle de Prague, parce que peut-être les mmh, autres tu peut-être pas de retour dessus, mais en tout cas celle de Prague, tu recommandes au niveau de la qualité de oui, l'enseignement? ouais, ouais, là, vraiment, il y avait une très bonne qualité de l'enseignement. OK. Donc, les professeurs, ils étaient très pédagogiques. J'avais aussi mes premiers cours en économétrie, Mmh. et je me souviens que les cours vraiment, ils étaient un peu différents de ce qu'on a en France. C'était la méthode, américaine. Pour expliquer un peu la méthode américaine, on vous donne des cours à lire à la maison. Les temps qu'on passe en classe, c'est uniquement pour poser des questions D'accord. et faire des exercices. En fait, ça implique une autonomie et de travailler à la maison. Mmh. Donc c'était quelque chose ouais, je ne sais pas si ça serait mieux ou pas, mais c'était différent et intéressant de faire cette méthode. Donc tu as fait le master ARM. Est-ce que, Mmh. tu hésitais avec d'autres masters ou d'écoles? Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le master ARM à Montpellier? Donc quand je suis revenu de mon année Erasmus, malheureusement, j'ai pas pu valider le second semestre, donc OK. j'ai dû, redoubler, c'était imposé, tout en ayant, validé un semestre. Donc cela a fait que le premier semestre, j'étais entre parenthèses à la maison, donc j'avais trouvé un stage, mais qui avait été malheureusement annulé, à cause, des nouveaux confinements qu'on avait eu, au mois d'octobre, Mmh. et donc j'en avais profité pour, boursicoter un peu plus, vu que j'avais le temps toute la journée, et me former. Et donc, durant le second semestre, j'ai découvert, monsieur Benmad, et donc, de par l'Erasmus, qui avait, forgé, mon appétence pour, la finance de marché, c'était un peu une logique de continuer vers, le master analyse des risques de marché de François Benmad, et aussi, son discours, on avait eu une présentation dans les amphis, et de tous les masters, c'est celui-là qui correspondait le plus, et Mmh. aussi, monsieur Benmad avait l'air d'être, très sympa, pédagogique, donc j'ai foncé, tête baissée. Bah, tant mieux. Donc tu pas avec d'autres masters, d'autres écoles, tu t'es dit: «Je continue, après mon redoublement, je reste à la fac d'économie et je termine Oui, ici». bah, le problème, entre parenthèses, que j'avais en licence, c'est que j'étais pas un gros travailleur, et que j'avais depuis le collège, et qu'à chaque bulletin scolaire, c'était, grande capacité mais manque de travail, Ouais. et du coup, pour si ça peut motiver des gens en licence, à part le premier semestre, tous les autres semestres, donc de la L1 à la L3, j'étais constamment en rattrapage, parce D'accord, que je OK. commençais à réviser une semaine avant, donc comme quoi, OK. Ouais, on comme peut quoi. toujours se rattraper, Exactement. et du coup, c'est au master vraiment que j'ai commencé à bien travailler. Et du coup, donc tu me disais que, donc le responsable pédagogique, monsieur Benmad, a joué quand même une grande part dans ce choix de master. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué positivement dans ce parcours? Ce que j'ai bien aimé, c'était, les interlocuteurs, donc notamment, monsieur Benmott, qui a une grande capacité pédagogique à simplifier les éléments complexes. En début de formation, je trouvais que c'était très essentiel Mmh. d'avoir quelqu'un qui puisse, simplifier, toute la finance, et ensuite, j'aimais bien les cours de monsieur Adrien Nguyen. Oui. Donc, je trouve qu'ils sont vraiment essentiels, et c'est vraiment, les plus importants. Mmh. Heu, Même si c'est compliqué, il faut s'attacher, ils permettent après d'avoir une compréhension approfondie de tous les concepts. Ouais, donc tu dirais les 2 matières les plus importantes pour quelqu'un qui veut travailler en salle de marché ou en tout cas en finance de Oui, marché, ce serait donc, aujourd'hui ça s'appelle donc calcul stochastique avec c'est ça. monsieur Nguyen et ensuite les matières de Benmath donc, Mmh. économétrie, des séries temporelles donc avec les modèles Garch et cetera. C'est ça, et OK. aussi, je ne sais pas si c'est le cas actuellement, mais on avait aussi des cours de gestion de portefeuille. Voilà, où après on avait des cours aussi de produits dérivés. Enfin, ils Oui, présentent plusieurs cours, et donc donc les matières très je trouve que tous ces spécifiques, cours, voilà, c'est ça. Ensuite, on avait je me souviens plus du nom du professeur qui était là, mais il nous avait donné le livre, de John Hull, oui. Options futures et dérivés. Donc ça, Mmh. c'est vraiment la bible à travailler en autonomie, quoi. Et si je Je pourrais pense que ajouter ceux des qui cours, nous écoutent, effectivement, ça confirmera que ouais, c'est effectivement c'est un livre à avoir. c'est ça. Maintenant, ça s'est démocratisé, les podcasts et tout, donc je trouve, notamment avec, Jocaris. Je sais pas si Mmh. tu connais, qui a Mmh. démocratisé un peu ça, et donné une vision, enfin
non, donner, des informations, par rapport à ça, mais nous, on devait un peu plus chercher et on avait quand même, ouais, ce livre-là et si je devais Mmh. donner d'autres cours, ça serait aussi des enfin, moi qui m'ont servi personnellement, ça serait des cours de programmation donc D'accord. en VBA, Excel et Python. Donc est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la programmation, c'est devenu indispensable en finance? Complètement. Mmh. Après ça va dépendre des secteurs. Quand j'étais en gestion, d'actifs, et gestion de fonds, c'était plutôt, du Excel avec très peu de VBA. Mmh. Mais, ensuite quand je suis passé, côté banque, c'est énormément de VBA dans la plupart des banques et avec une transition qui commence, de ce que j'ai vu, mais qui est quand même assez lente, vers Python. D'accord. Pour mon secteur, le secteur de l'énergie, donc en trading, c'est, que du Python, car c'est des grosses bases de données, donc Python est beaucoup plus simple et aussi, avec l'accès à toutes les librairies, ça offre un grand panel d'utilisation. Mmh. Donc c'est quelque chose que tu conseillerais aux étudiants? Je pense que la formation est telle qu'elle est. Ce que tu dis, c'est que ça mérite quand même d'approfondir aussi personnellement? C'est ça, oui. OK. Oui, de toute façon, je pense pas que c'est parce que, la formation à Montpellier serait mauvaise ou quoi. Je pense que c'est partout pareil. Il faut, Mmh. si à un moment on veut, réussir ou qu'on a des objectifs, il y a une part quand même de travail, à Mmh. faire chez soi et donc oui, en VBA, moi je me souviens, si ça peut aider les autres, j'avais codé les grecs. Ensuite, je m'étais fait des Excel. On met sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent ou quoi. J'avais fait un modèle, pour hedger au delta sur les options. Mmh. Aussi pour après pour pricer les obligations. Enfin bon, c'est plein de travaux personnels qui après en fait, donnent une compréhension approfondie, de la finance, de Excel, de VBA Mmh. et après on peut la réutiliser en entreprise. Est-ce que tu as senti que les cours enseignés, ils étaient en lien avec les attentes du marché? Bah, oui, c'est ce qui manquait, je pense, je pense que c'est un peu le problème dans toutes les universités, que les professeurs sont pas d'anciens professionnels et donc des fois on nous enseigne des choses qui, en fait, sont un peu dépassées. Donc ça serait le seul souci. Mais après, je sais que nous, dans notre parcours, monsieur Benmad avait fait venir des gens. Il travaillait à Paris et donc avoir, ces intervenants c'était, un peu une source, d'informations, vraiment appliquées donc, au marché du travail. Mmh. Donc, si je devrais dire quelque chose, ça serait peut-être, avoir plus d'intervenants, en plus Ouais. de la formation qui je trouve est quand même pas mal. Donc tu as à peu près répondu déjà à la question, mais si tu devais donner un conseil à un étudiant qui rentre justement là en M1, MBFA, donc ARM. Mmh. Déjà, ça serait de commencer à travailler en autonomie le John Hull. Ça serait ça. Ensuite, ça serait bien évidemment, bon, travailler, tous les cours et ensuite, ce qui est pas mal et ce qui peut aider ensuite à la recherche, d'un stage en M2, c'est déjà d'essayer de faire un stage entre le M1 et le M2, parce qu'on a la chance à la faculté de finir en avril, fin Mmh. avril et du coup, ça laisse quand même 4 mois et souvent, il y a des entreprises, dont ça les arrange de trouver un stagiaire juste pour ces 4 mois afin de faire la transition, avec la rentrée en septembre. Mmh. Ça serait aussi, d'essayer de trouver un stage ou quelque chose à côté, oui. Et aussi, en fait, c'est l'avantage, entre parenthèses, qu'ont les écoles de commerce, c'est que tous les étudiants doivent faire une césure, d'1 an et faire 2 Mmh. stages entre le M1 et le M2 souvent et donc ça après à la sortie de la faculté, quand on rentre sur le monde du travail, ça fait que, Ouais, on a plus d'expérience et donc c'est plus simple de trouver un travail. OK. Parce que c'est une possibilité de faire une césure, à la faculté d'économie. C'est pas encore, très démocratisé, Démocratiser, mais j'ai, Kenny que je dois interviewer qui justement est en IGF et qui a fait une césure entre le M1 et le M2. Donc, je ferai un mmh épisode ouais, très bien. dédié, sur justement la césure, les retours, comment ça se passe et Mmh. cetera. Là, on va passer à la recherche de stage, comment ça s'est passé, Mmh ton mh. organisation et cetera. Donc comment tu as abordé ta recherche de stage en M2? Est-ce Donc que tu l'as fait très en amont ou est-ce que tu l'as fait par mmh, opportunité? donc ma recherche de stage en M2, déjà j'avais un avantage, par rapport, aux autres entre parenthèses, c'est que j'avais fait donc un stage entre le M1 et le M2. Donc peut-être pour revenir depuis le début, en fait, moi, mon objectif vraiment, après quand j'ai commencé, après Prague, c'était, de devenir trader pour reconnaître un peu les parcours, des personnes qui étaient arrivées en tant que trader
dans les banques et dans les fonds. Je passais mon temps sur LinkedIn à regarder les profils des traders D'accord. et donc j'essayais de voir, quel stage, ils avaient fait, dans quel secteur et donc de ce que j'avais vu, c'est qu'en premier, il y en avait pas mal qui avaient fait, des postes d'auxiliaire d'été dans, les retail banks, j'ai oublié Les le banques nom en français. commerciales. Les banques commerciales, voilà, merci et donc en revenant de Prague, c'est ce que j'avais fait. J'avais travaillé, je crois 1 mois au Crédit Agricole à Latte et donc ça m'avait déjà, donné quelques connaissances donc déjà, savoir, gérer la clientèle pour être à l'aise, par exemple et aussi, je travaillais aussi sur les KYC OK, oui. donc Know Your Customer. C'est à peu près, tous les éléments, qu'on doit avoir sur un client, pour éviter, des problèmes juridiques, quoi Mmh. Ouais, ça te permet de et toucher donc un peu à de la conformité aussi, c'est ça. Et en fait, cette expérience m'avait aidé donc pour, trouver mon stage entre mon M1 et mon M2, parce que, j'avais été, chez DNCA Finance, donc à Paris, dans une société de gestion d'actifs. J'étais à la gestion privée. J'occupais un poste, hybride entre middle office et gérant de portefeuille, parce que dans la gestion privée, le middle office est avec, les gérants, vu que c'est, une gestion un peu différente et qu'il y a des clients et du coup, ça m'avait permis, de décrocher ce stage parce que j'avais des connaissances, sur le KYC en plus des éléments, des connaissances sur les instruments financiers Mmh. et donc tout ça, ça a fait que quand je suis arrivé, à ma recherche de stage en M2, je pense que ça m'a facilité à trouver un stage par rapport aux autres. Parce que j'avais déjà 2 expériences et il y en avait pas mal qui n'avaient pas Ouais. d'expérience. Mais j'ai quand même, dû postuler, pas mal de fois, c'était, monsieur Nguyen qui nous avait dit que fallait être persévérant, que ça allait être dur. Ouais. Faut pas se mentir que en venant de Montpellier, c'est un peu plus compliqué Ouais. parce que souvent les gens, soit ne connaissent pas les professionnels ou soit ils se disent que la formation ne sera pas bonne alors que c'est faux. Et Mmh. donc j'ai cru que j'avais tout fait, par mail et par LinkedIn. D'accord. J'avais fait un Excel comme, Adrien Nguyen nous avait, préconisé, donc un Excel où je notais le poste auquel j'avais candidaté, la date, quand est-ce que j'avais relancé, est-ce que j'avais eu un retour et j'ai envoyé en tout, une centaine de candidatures. Oui. Donc sur les 100 candidatures, j'ai eu que 2 retours. Que 2 retours Heu positifs ou négatifs ou que 2 retours positifs? le 2 j'ai eu que 2 entreprises pour des entretiens. Donc la première re c'était je crois que c'était chez UBS en gérant d'actifs, sur du fixed income. J'avais eu que la RH qui m'avait posé quelques questions et ensuite j'avais D'accord. jamais eu de retour et le second c'était, chez Tradition Futures and Security. C'est, un broker Mmh. qui est à Paris et donc là, j'avais fait tous les entretiens, j'avais été pris. J'étais un des premiers à avoir trouvé un stage. Je crois que D'accord. j'étais le deuxième à partir en stage et en fait, ce qui m'avait aidé par rapport, aux gens d'école de commerce aussi, c'est qu'ils cherchaient quelqu'un tout de suite. Grâce à Julien D'Alessandro, qui m'a bien aidé, j'ai pu partir, le 12 décembre en stage. Mais du coup, ce poste, cet entretien, ça a été, tu te souviens comment tu avais postulé? Par LinkedIn ou directement sur le site, de l'entreprise? Oui, donc c'est ce que je voulais dire. Par rapport, aux offres de stage, ce que j'ai remarqué avec, mes anciens camarades, c'est que en venant de la faculté de Montpellier, souvent, quand on postule, on a une réponse 1 heure ou 2 heures après, de refus automatique. Mmh. En fait, il y a des robots qui sur les sites carrières des entreprises, il y a des robots qui vont lire, les CV et s'ils contiennent pas certains mots-clés, Ouais. ils vont vous refuser, sans même vous donner une chance. Et donc moi, je me souviens donc pour l'offre chez le broker, c'était, une offre que j'avais trouvée sur LinkedIn et dont, pour postuler, il fallait envoyer un mail. Et donc ça a enlevé ce problème, du robot Oui. parce que la personne voyait directement mon mail. Et pour les entretiens, c'était au téléphone, le premier appel, directement avec la aide du desk et c'était oui, des questions techniques, c'était, sur le desk inflation, donc les obligations indexées à l'inflation Mmh. et les swaps aussi, indexés à l'inflation. Donc je me souviens, c'était des questions, sur, les obligations. J'avais une question, quand le taux d'intérêt, monte, comment, l'obligation réagit? Donc des trucs qu'on nous apprend à la faculté et ensuite, j'avais pas eu de test technique en Excel, mais elle m'avait demandé, si je savais coder et ce que j'avais fait. D'accord, donc c'était vraiment un Voilà. entretien directement
technique sans passer par un entretien sur plutôt ta personnalité. Peut-être que c'est Oui, plus spécifique à la finance des heu marchés où ils cherchent plutôt des compétences. En fait, je pense que c'est propre, aux brokers parce que quand j'avais fait mon stage, chez, DNCA Finance, c'était passé au début par les ressources humaines. Enfin, chez DNCA Finance, j'avais eu un contact qui m'avait permis d'accéder aux entretiens directement, mais il y avait tout ce qui était RH et oui, personnalité. Alors que là, chez le broker, c'était juste le premier appel, basique et ensuite le deuxième appel, technique et sans passer par les RH, ni rien. C'est vraiment du technique et à la fin, si tu es pris ou tu es pas pris. Et ce que je trouvais drôle, c'était que chez les brokers, c'est beaucoup plus, «familier» entre parenthèses, parce que le premier appel, c'était presque, c'était par FaceTime sur le téléphone, quoi. Donc j'avais bien aimé, enfin ça cassait un peu les codes, Mhm. formels qu'il peut y avoir ailleurs. Est-ce que du coup, tu penses que ta stratégie, ça a été la bonne ou avec du recul maintenant aujourd'hui que bah, t'as postulé à d'autres endroits, est-ce que c'était finalement la bonne stratégie ou t'aurais vu les choses différemment? Non, franchement, je referais les mêmes choses, le même parcours. Je trouvais qu'à chaque fois, j'ai appris, des choses qui m'ont servi après et en même temps, non, je pense que c'était la bonne méthode. Après, ce que je conseillerais peut-être un peu plus, c'est ce que je faisais pas, moi, c'est d'envoyer des messages sur LinkedIn. C'est vrai que ça, je le faisais pas. Alors que moi, quand j'en reçois, je réponds et tout et donc ça peut Mhm. aider les gens. Des fois, je passe, 10-15 minutes au téléphone avec des personnes pour les aider. C'est vrai que je le faisais pas, mais je pense que ça peut simplifier, soit la recherche ou soit déjà avoir, une connaissance des postes. Donc ça peut aider à ensuite, à trouver, Ok. à être Donc sélectionné, quand tu on a des conseillerais de entretiens. contacter directement des gens qui y travaillent ou par exemple un ancien stagiaire ou le stagiaire actuel? Ce que j'ai fait là pour ma recherche d'emploi, c'était que je trouvais sur LinkedIn des gens qui travaillaient dans le secteur et qui occupaient le poste, pas obligatoirement, dans l'entreprise où j'avais Mhm. postulé. Et je leur posais, quelques questions, donc sur les missions, sur comment ils avaient été recrutés, leur parcours et aussi de savoir, s'ils étaient à ma place actuellement, comment ils feraient pour accéder à leur poste. Mhm. Donc j'ai toujours eu des retours, par exemple, parce que moi là, je cherchais plutôt en Asie quand je suis rentré et j'avais eu pas mal, de retours comme ça de personnes de Singapour, qui soient français ou originaires de là-bas et ça m'avait pas mal aidé et à la fin, toujours, on peut glisser, un petit mot sur, est-ce qu'il y a une disponibilité Mhm. ou Tout à fait. est-ce qu'il sait où potentiellement il y aurait des postes qui pourraient s'ouvrir? Et comme ça, on aurait un peu des informations privilégiées. Et pour les entretiens en tant que tels, comment tu t'étais préparé? Donc moi, pendant le master, donc je travaillais beaucoup en autonomie en plus, donc le John Hull, mais surtout, j'allais chercher un peu des cours à droite à gauche, des cours soit, des autres facultés ou des cours même d'autres pays sur, ce qui m'intéressait donc je m'étais préparé pas mal comme ça. Hem Et aussi j'avais eu accès à des cheat sheets, sur les entretiens, donc qui énuméraient toutes les connaissances à avoir et donc j'apprenais ça et ensuite, c'était souvent les sujets qui tombaient, quoi. D'accord. Ce document dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose qui est facilement trouvable sur internet ou c'est quelque chose qui plutôt se passe en interne d'étudiant en étudiant? Ben, pour mes 2 recherches de stage, je les avais pas eues. C'était quand j'étais arrivé en stage, à Tradition, donc à Paris. C'était l'ancien stagiaire qui avait laissé ça sur le desk et c'était, je crois, de l'université, Panthéon. D'accord. Je pense que je pourrais le retrouver, je dois l'avoir quelque part et je l'avais envoyé à monsieur Benmat déjà OK. et du coup, c'est vrai que ça aidait pas mal, Bon, si jamais tu l'as, et que oui, oui, tu peux me l'envoyer, ce oui, sera avec plaisir. Je pourrais le je te mettre l'enverrai. dans les documents FIMA, justement Mmh. pour aider, les étudiants. Est-ce que donc aujourd'hui, on est dans une ère un peu, très réseaux sociaux, LinkedIn et cetera. Est-ce Mmh. que tu penses que il faut vraiment s'appuyer sur son LinkedIn, en faire quelque chose, une genre de vitrine? Bah, ça, je pense que c'est un peu personnel. Est-ce que ça aide? Oui, je suis sûr que ça aide, car ça donne de la visibilité. Ensuite, ça va dépendre, je pense, des postes qu'on va viser. Il y a des postes qui correspondront plus à avoir un beau LinkedIn, par exemple des postes d'analyste. Mmh. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire des petits posts, sur LinkedIn, donc pour aborder certains, sujets d'actualité, donc ça, je pense que ça peut aider. Après personnellement, moi je ne l'ai pas fait, enfin j'en ai pas eu personnellement besoin. Mmh. Après, par contre, je suis énormément sur LinkedIn, parce que je trouve qu'il y a de très bonnes analyses et qu'il y a de très bons documents qu'on peut trouver. J'ai trouvé pas mal de documents intéressants dessus
Donc, je pense que c'est un réseau social essentiel. Après, être actif en postant, je pense que c'est à chacun de voir ce qu'il peut apporter et ce que ça peut lui apporter aussi. Si tu avais un conseil simple mais efficace pour ceux qui cherchent donc actuellement un stage, Mmh. qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Ça serait d'être, persévérant parce que c'est des fois, c'est dur quand on envoie plus de 100 candidatures qu'on n'a pas de retour, mais c'est être persévérant et penser au moment où on va avoir l'entretien. Il ne faut pas se mettre au travail quand on sait qu'on a l'entretien, donc c'est plus facile, à dire qu'à faire, mais Mmh. faut toujours être prêt parce que des fois les opportunités, elles peuvent arriver assez vite, là, comme, mon opportunité que j'avais eue à Paris et il faut répondre présent, rapidement, quoi. Mmh. Plus, si j'avais un deuxième conseil aussi, ça serait de pas négliger, le travail personnel. Parce que je pense que pour moi, c'est ce qui m'a le plus aidé. Donc comme je parlais, un peu de programmation, lire le John Hull, essayer de chercher des informations à droite à gauche, c'est en fait, la qualité, voilà, c'est d'être curieux. OK. C'est vraiment si on a la curiosité et qu'on demande à chaque fois, peu importe, faut pas avoir peur de poser des questions bêtes des fois. Mais, des fois, on va la poser et en fait, l'interlocuteur en face, il va se dire: «Ah oui, il a réfléchi à ça», donc ça peut grandement nous aider. Après ton master, MBFA, j'ai vu que tu avais fait un MBA trading. C'est le cas. Pourquoi tu as choisi de faire, un MBA trading? Et donc vu que c'est un master spécifique en alternance, comment s'est déroulée ton alternance, là-bas? Donc ce qui m'a décidé vraiment, c'est, mon dernier stage donc, en tant qu'assistant broker. C'est la aide du desk qui m'avait conseillé de faire un master, donc un master, bac+6 dans une grande école, qu'elle me disait que ça me faciliterait énormément pour, ma recherche d'emploi et atteindre mes objectifs, d'être trader. Donc j'avais, candidaté par exemple en premier, c'était à Paris Dauphine, master 272 qui proposait l'alternance. En fait, elle m'avait dit qu'il fallait que je fasse, de l'alternance pour avoir plus d'expérience, que ça Mmh. m'aiderait et donc j'avais postulé, malheureusement j'avais pas été pris et donc ce qui restait entre parenthèses, c'était ce MBA, à l'ESSELSCA, donc MBA trading, il y avait pas énormément de difficultés pour les admissions. C'était juste d'avoir, une alternance et donc l'alternance, je l'ai trouvée chez Total Energy en tant que sales trader, sur, le marché du gaz et de l'électricité. Donc, ce qui m'a conduit vers, cette alternance et le secteur de l'énergie, c'est, donc cette expérience, en tant qu'assistant broker chez Tradition. C'était, durant la période où on avait énormément d'inflation et donc, une de mes missions, c'était de surveiller le marché du gaz et du pétrole, journalièrement et donc c'est là où où ça m'a créé cette appétence pour le marché des commodités et de l'énergie et donc automatiquement, j'ai cherché une alternance dans ce secteur Mmh. que j'ai trouvé chez Total Energy et donc j'ai suivi, en parallèle, donc la formation chez les Selska qui s'est terminée, donc j'ai commencé en septembre 2023 et ça s'est fini en novembre, 2024 D'accord. et le but essentiel de cette alternance, c'était, d'accumuler plus d'expérience et en même temps, j'avais la chance d'avoir un très bon poste dans un secteur qui m'intéressait donc c'était le compromis parfait. Quelles sont les compétences que tu mobilises, au quotidien, en tant que sales trader, Heu Donc, les compétences essentielles, c'était, principalement des compétences analytiques. Donc, par exemple, pour parler d'une journée type, c'est arriver le matin, pendant 1 heure à peu près, scruter les news et ensuite, donc par exemple de 9 heures à 10 heures, scruter toutes les news, être au courant de tout. Ensuite nous l'accès marché, pour les clients était ouvert de 10 heures à 16 heures. Pendant cette tranche horaire, on recevait des demandes donc par mail ou par téléphone de cotation et donc, on faisait ça, jusqu'à 16 heures et après, entre 16 heures et 18 heures, c'était plutôt la gestion administrative, booker tous les trades qu'on avait fait. Pour les compétences, pour revenir à ça, c'était oui, donc compétences analytiques, compétences de programmation aussi, que ça soit Excel, VBA et après, oui, c'était essentiellement ça. est-ce que le fait de travailler sur des marchés physiques, du coup, comme le gaz ou l'électricité, Mmh. ça a changé chez toi l'approche, par rapport au marché financier classique? Oui, en fait, ce qui m'a plu, dans le marché des commodités et de l'énergie, c'était qu'il y avait cet aspect physique derrière. Donc des fois, on se demande, des fois, ça peut paraître assez abstrait, la finance traditionnelle, quand on voit des obligations, des taux d'intérêt, alors que là, c'était beaucoup plus, réel. Donc, je pense que c'est ça qui m'a attiré. Aussi, on a une certaine complexité avec un gros impact de la géopolitique et Mmh. moi, j'étais quand même pas mal passionné de géopolitique. Je suivais énormément, tout ce qui est conflits, géopolitiques, les politiques des pays et il y a un gros impact, Mmh.
de la géopolitique, sur, l'offre d'énergie. Donc c'est ce qui m'a plu. Et du coup, donc là, tu as dit qu'en août, tu allais commencer à retravailler, toujours dans le secteur des commodités? C'est ça, oui. J'étais en recherche d'emploi depuis février, donc c'était aussi un peu compliqué comme la recherche de stage, mais bon, c'est comme je disais, c'est la persévérance. Mhm. Et l'autre difficulté, c'est que je cherchais en dehors de la France, puisque je voulais quitter Paris. Principalement parce que tous les postes en finance de marché sont localisés à Paris. Et donc j'ai trouvé un poste en tant que trader gaz, sur le spot, au Danemark. C'est D'accord. Centrica qui est une entreprise anglaise, un peu l'équivalent d'Engie, en France. Tu as déjà fait un MBA. Est-ce que tu ressens le besoin encore de continuer à te former, des certifications, ou élargir ton champ de compétences en faisant d'autres formations? Certification, pour l'instant, je ne pense pas. Mais ensuite, le travail personnel, je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire à vie. Mhm. Le monde, de l'éducation nous donne juste une rigueur que je pense qu'il faut garder à vie pour pas être dépassé ensuite. Donc, là, par exemple, pour, les entretiens, pour me préparer, je me suis formé en plus sur Python. J'ai suivi une formation du MIT, D'accord. sur Python, qui est accessible gratuitement, sur, EEX, si je dis pas de bêtises. La différence juste, quand c'est gratuit, c'est qu'on n'a pas la certification à la fin, mais bon, D'accord. je trouvais pas ça très essentiel de payer 300 € pour, avoir mon nom écrit sur une Pour feuille. avoir une ligne sur LinkedIn, C'est bon. ça. Et donc, il y avait ça, il y avait aussi, renforcer mon anglais pour, pouvoir travailler à l'étranger. Mhm. Alors, on a beaucoup parlé des compétences brutes. Donc, quelles compétences aujourd'hui, hors compétences brutes? Par rapport aux soft skills, c'est ça. Donc, bon, je vais dire, ceux que je dis à chaque fois en entretien, mais qui sont pour moi les plus importants. Déjà, il y a le sens des responsabilités, dans nos secteurs en finance. Je pense que c'est très important parce que souvent on va dealer avec des grosses sommes d'argent et donc, il faut être assez responsable avec de la rigueur pour ne pas faire d'erreurs, parce que ça Mhm. peut coûter énormément d'argent. Ensuite, donc ça serait la curiosité, comme j'ai parlé, être curieux à chaque fois, il faut essayer de tout savoir sur tout, quoi, sur le marché pour savoir ensuite, comment une news peut nous impacter et impacter le prix. Et une dernière, ça serait, l'adaptabilité. Le marché change, toutes les secondes, toutes les minutes au flux des news Mm. et donc il faut, avoir une grosse capacité, d'adaptabilité, pour, manager tout ça. En fait, ce qui a été décisif dans ma recherche d'emploi, là, c'est que j'ai fait un modèle en machine learning pour, forecast, la consommation de gaz. Donc ça m'a pas mal aidé, en fait, à chaque fois lors de mes entretiens, on m'a parlé de ça. Ça s'inscrit dans le domaine, du travail personnel Oui. aussi. C'est essayer d'apporter quelque chose que les autres n'ont pas, quoi. Ok. Ouais, ce que tu dis, c'est qu'en entretien, il faut montrer que tu as compris les missions qui te seront confiées et que tu as déjà fait des C'est exemples ça, comme, par exemple, je pense en finance d'entreprise, pour, par exemple, assistant chargé d'affaires, bah déjà s'entraîner avec des liasses fiscales à faire toute l'analyse de bilan, etc. C'est toujours bon ensuite de pouvoir en parler en entretien. c'est ça. Oui, Ok. au début, pour les stages, la moindre compétence, entre parenthèses, compte pour être assez, Ouais. couteau suisse, quoi. Ok. Parce que, on va pas se mentir, quand on cherche un stage, on peut pas se permettre, de chercher, un type d'emploi, sur, un type d'actif. Mm. Donc c'est pour ça qu'on doit avoir une grosse, connaissance, pouvoir toucher un peu à tout. Et aussi, en M1, on a deux projets économétriques à faire. Un, donc au premier Mmh. semestre en coupe instantanée, et le second, c'est libre, mais généralement, bon, c'est en série temporelle, etc. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté beaucoup, que ce soit en entretien ou dans ton travail aujourd'hui? Oui, ça m'avait pas mal aidé parce que, j'avais pris un sujet en lien avec, le monde, financier et donc, j'avais fait, sur le spread entre le BTP et le Bund. Donc, BTP, l'obligation, à 10 ans italienne et le Bund, l'obligation à 10 ans, allemande qui est, une référence pour l'Europe. Mhm. Et donc, j'avais appris pas mal de choses et même je m'étais, amusé quoi, à le faire parce que, de par tout ce que j'apprenais. Ouais, donc ce que tu conseillerais, et en quoi je suis totalement d'accord, c'est de trouver un sujet de PEA qui s'accorde parfaitement avec notre chemin professionnel quand on a envie d'emprunter. C'est Tout ça, à oui, oui. fait. Ah, Ça, autant faire quelque chose qui nous sert quoi. C'est ça, faut pas négliger l'importance parce que c'est quelque chose qui en entretien, l'économétrie, c'est quand même assez rare quand on en parle en entretien. C'est une des forces qu'on a à la faculté d'économie.
Oui. Ça montre qu'on a une bonne rigueur en mathématiques et qu'on sait traiter des bases de données, etc. C'est un vrai plus, Mmh. donc faut pas hésiter à trouver un sujet qui nous plaît et à le faire à fond. Mmh. Ouais, c'est vrai que quand j'étais à la fac, je pensais aussi que c'était un peu théorique, l'économétrie. Mais en fait, les modèles, ARIMA, Garch, c'est des choses qui sont encore, qui peuvent être encore d'actualité, Mhm. dans certaines entreprises, dans certaines classes d'actifs. Donc, ça, c'est vraiment, ouais, c'est pas à négliger et faut être bien à l'aise avec. Enfin, si on est à l'aise avec, c'est un grand plus. Merci Aurélien, merci pour ton temps, merci pour tes conseils. Merci à J'espère toi. que ça en aidera plus d'un. Et Bah, puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, hein, je répondrai, sur LinkedIn, par exemple, avec grand je plaisir. mettrai, je mettrai en description le lien vers ton LinkedIn. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. N'hésitez pas à me faire vos retours, comment je pourrais améliorer le podcast, les questions que vous aimeriez entendre ou encore les sujets qui ne sont pas encore abordés. En attendant, j'espère que l'épisode vous a plu. Voilà, c'était l'après, le podcast qui connecte les promos d'hier à demain.